Donc, rapidement, lors de la présentation d'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dominique Seigneur. Vous reconnaissez sans doute, son visage. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est, chez Allergie Québec. Donc, elle va nous présenter un bref portrait du contexte actuel entourant, la gestion des allergies alimentaires dans les écoles du Québec et par la suite, notre présentateur principal, le docteur Philippe Bégin, que vous reconnaissez sans doute aussi, allergologue au CHU Sainte-Justine ainsi qu'au CHUM. Donc, il va nous parler un peu plus en détail des bonnes pratiques à adopter pour la rentrée scolaire. Donc, on peut débuter tout de suite notre présentation du jour avec Dominique Seigneur. Bienvenue. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être ici. On organise ce webinaire-là. On a la chance d'avoir Dr Bégin avec nous pour environ la prochaine heure. Je tenais à vous faire une petite introduction, comme le webinaire se veut instructif, éducatif au niveau de tout ce qui entoure la rentrée scolaire. Je tenais à vous faire une petite mise en contexte de la situation actuelle au Québec dans les écoles. Je voulais parler du contexte général. Plusieurs d'entre vous êtes parents d'enfants allergiques, peut-être êtes-vous au préscolaire, peut-être avez-vous déjà passé les premières années d'école primaire, mais certains d'entre vous doivent savoir que le Québec est la seule province canadienne sans loi, réglementation ou directive ministérielle qui encadre uniformément la gestion des allergies alimentaires au Québec. Donc, chaque centre de service scolaire, direction d'école, élabore ses propres protocoles. Par exemple, on va, selon ce que notre centre de service nous dit, qu'on soit à Rive-Nord, Rive-Sud, Québec, Montréal, Saguenay, etc., on va donner des recommandations par rapport, par exemple, à la gestion de l'auto-injecteur. Certaines écoles vont se permettre de recommander que l'auto-injecteur soit laissé au secrétariat plutôt que l'avoir à la taille en tout temps. Erreur numéro un. Après ça, on va se demander si on doit acheter des auto-injecteurs au commun. Est-ce que c'est une recommandation? Est-ce que les écoles ont le droit? Est-ce qu'ils sont subventionnés pour ça? Des fois, il y a des zones grises un peu. Certaines infirmières scolaires vont être très impliquées dès le début de l'année, vont vérifier les dates de péremption des auto-injecteurs, vont donner une petite formation à toutes les personnes qui vont encadrer l'enfant au courant de la journée, dont l'enseignant et le personnel de soutien. D'autres n'auront aucune formation, d'autres vont avoir des formations qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont être fortement recommandées. Donc, vous voyez, là, ça donne lieu à toutes sortes de pratiques qui sont différentes quand on n'a pas de protocole uniforme. Ça peut aussi donner lieu à des pratiques inappropriées, des disparités selon la région dans laquelle on est. Beaucoup d'insécurité de la part des familles. On va avoir, par exemple, des familles qui vont réagir au fait que l'enfant a été isolé à une table seul parce que l'éducatrice pensait que c'était la meilleure chose à faire pour ne pas le mettre en danger. Ben à ce moment-là, ça fait partie des protocoles qui peuvent être mis en place par une école au meilleur de leur connaissance. Certaines personnes vont se questionner sur le droit d'intervenir ou pas. On a déjà eu un incident, une secrétaire qui se demandait si elle avait le droit d'injecter un enfant qui était en pleine crise d'anaphylaxie. Elle a appelé les parents tout d'abord. Tu sais, il y a vraiment confusion dans l'ordre des choses. Docteur Bégin va vous en rappeler, mais tout d'abord, on traite, on injecte le plus rapidement possible, chaque minute compte. Après, on appelle le 911, puis on avise les parents. Et puis, accessoirement, là, le rapport d'incident va suivre, etc. Mais quand il n'y a pas de protocole, ben, on y va un peu à tâtons, surtout quand on vit un moment de stress et qu'on n'a pas été préparé pour. Donc, ça peut donner lieu à ce genre de pratique-là. Parfois, on va bannir des aliments. Hein. Vous entendez souvent là, dans des écoles, là, c'est une école sans noix, sans arachides. Je fais une petite parenthèse, là, cette pratique-là a été vraiment développée à la masse quand on a eu une espèce de recrudescence des allergies alimentaires dans les années 90. On identifiait surtout deux coupables, noix, arachides, et puis on disait, ça va être tellement facile, on ne se posera pas de questions, on va juste demander aux parents qui n'en apportent pas, et puis les enfants vont être en sécurité. Ça a fonctionné un petit bout, mais là, à un moment donné, les allergies alimentaires évoluent, elles se multiplient, même que Santé Canada identifie 9 allergènes comme étant prioritaires, qui sont responsables de la majorité des allergies alimentaires. Donc, c'est utopique aujourd'hui, en 2025, avec le nombre croissant d'allergies et d'allergènes, de penser qu'on va gérer à la pièce le bannissement. Donc, vous voyez venir Allergie Québec ainsi que l'Association des allergologues du Québec. On ne recommande pas de bannir nécessairement à la pièce ou de bannir de façon
uniforme dans les écoles. Ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait une prise en charge adéquate au niveau de la formation du personnel, des outils, de la sensibilisation, de l'éducation, puis qu'après ça, chacun puisse manger ce qu'il veut en sécurité. Évidemment que l'enfant allergique soit en sécurité aussi. Donc, c'est vraiment tout un travail là, qui est fait depuis les dernières années pour essayer de faire changer les choses. On peut avoir aussi d'autres exemples là, de pratiques qui ne sont pas recommandées. J'en ai parlé un petit peu plus tôt, isolement des élèves ou stockage inadéquat des auto-injecteurs. On se souvient tous d'une histoire d'horreur où l'enfant n'a pas accès à son auto-injecteur parce qu'on lui a demandé de le laisser dans son casier barré, tombe en anaphylaxie, pas capable de donner le code à ses amis de cadenas. Donc, tu sais, ça peut vraiment entraîner des problématiques tant que c'est pas uniformisé. On ressent beaucoup de pression sur les familles. On a une espèce un devoir de sensibilisation qui est répété à chaque année. Cette charge émotionnelle que les parents d'enfants allergiques peuvent vivre au niveau de la gestion, de la logistique, de se dire faut que je parle à l'enseignant, faut que j'aille lui faire une petite formation. Moi, je me revois dans les années de primaire de ma grande fille allergique arriver avec l'agrume puis l'auto-injecteur périmé. Puis en 7 ans, incluant la maternelle au primaire, il n'y a jamais un adulte responsable d'elle qui avait tenu un auto-injecteur dans sa main, là. Jamais d'utilisation de part et d'autre. Puis il y en a même une qui avait peur d'une aiguille. Donc, ça a été vraiment tout un. Je trouve que ça ajoute beaucoup à la charge de la rentrée pour les parents, tandis que si le travail était fait en amont par les ministères de l'Éducation et de la Santé, ben, on aurait vraiment des protocoles uniformes comme dans toutes les autres provinces. C'est 75 000 enfants qui fréquentent les écoles du Québec, donc 2 à 3 par classe. On parle quand même d'un bon nombre de personnes. À chaque année, on a environ 350. Ah oui, c'est ça. Ben, on a une augmentation qui peut aller jusqu'à 350 d'hospitalisation pour un portrait sur 10 ans. Donc, on voit vraiment que c'est un phénomène qui est en croissance. 25 des réactions sont liées à un aliment, vont se dérouler à l'école. Est-ce que c'est une première exposition? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une nouvelle allergie qui vient d'apparaître? Est-ce que c'est une contamination croisée? Il y a quand même une réaction sur 4 là, qui survient à l'école. Puis on n'a pas vraiment de données officielles recensées au Québec par rapport au nombre de visites à l'urgence dans les heures scolaires suite à une anaphylaxie à l'école, la façon que ça a été géré. Les demandes d'accès à l'information nous laissent un peu sur notre faim. Donc, on voit là, qu'il n'y a pas vraiment de prise en charge uniformisée ici non plus. Si je voulais vous montrer un petit tableau pour les autres provinces, vous voyez que tout le monde a une loi ou une politique, ou du moins une standardisation. Là, du côté du Manitoba, Saskatchewan, ça passe par la loi politique, donc ils sont vraiment bien couverts. On est la seule province qui n'a pas de réglementation d'encadrement. Une des provinces sur lesquelles on s'attarde beaucoup, c'est l'Ontario. Malheureusement, la loi porte le nom de Sabrina suite au décès de la petite Sabrina en 2005, des suites d'une anaphylaxie mal traitée à l'école, qui a été traitée trop tard, de façon non adéquate et qui a mené à la mort de cette petite-là. 2 ans plus tard, l'Ontario se dotait d'une loi. La loi est super bien faite, on la prend vraiment souvent en exemple. C'est que le ministère de l'Éducation, de la Santé et Santé publique demande aux écoles de se doter d'une façon de faire annuelle. Donc, ils sont dans l'obligation de travailler avec la santé publique puis les ministères pour se développer vraiment une politique en matière de gestion des allergies alimentaires. Ils ont 5 ou 6 points à travers la loi à suivre et puis ils doivent se doter vraiment d'une politique uniforme, ce qui fait que toutes les écoles reçoivent l'enfant allergique de la même façon. L'enfant est connu comme allergique. On sait où sont ses dispositifs d'urgence. Donc, c'est vraiment... Et puis, vous savez quoi? Le bannissement des allergènes n'existe plus en Ontario depuis ce moment parce qu'ils ne sentent plus besoin de retirer des aliments allergènes puisqu'ils ont un beau déploiement de mesures pour la gestion de l'anaphylaxie. C'est ce qu'on souhaiterait, quelque chose comme ça au Québec. On intervient rapidement, on sent que l'enfant est en sécurité, puis on a des meilleures pratiques. Ce qu'on propose, c'est, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, Allergie Québec, mais avec plein d'autres acteurs, mais on aimerait qu'il y ait un cadre législatif clair obligatoire, une formation annuelle du personnel, des protocoles standardisés, des outils aussi pour tout le monde, puis éventuellement la disponibilité d'auto-injecteurs en commun. On sait que la personne doit porter son auto-injecteur sur elle en tout temps,
mais un dispositif mal utilisé, c'est une dose perdue. Une nouvelle allergie qui se développe, c'est pas toujours prévisible. Besoin d'une deuxième dose aussi, selon les recommandations, ça peut être utile. C'est pas toujours deux doses que l'enfant traîne sur lui, donc c'est toutes des bonnes raisons pour avoir des auto-injecteurs au commun. Présentement, les auto-injecteurs coûtent autour de 100 et puis c'est aux écoles de se les payer, en sachant qu'aux écoles primaires, ils doivent avoir une dose régulière, une dose junior. Là, ça peut faire monter les budgets rapidement. Ils n'ont pas de soutien ministériel, donc on souhaiterait aussi qu'il y ait de l'aide de ce côté-là. Il y a un guide qui est disponible sur notre site Internet, sur le web aussi. C'est le guide des bonnes pratiques pour la gestion des allergies alimentaires. On a développé ce guide-là avec la santé publique, la Direction générale de santé publique de Montréal, il y a quelques années. Il est un peu aride, un peu lourd. On ne sait pas trop l'utilisation en milieu scolaire. On devait avoir une phase 2. Ça fait plusieurs années qu'on essaie de travailler sur un suivi puis quelque chose d'un petit peu plus rigoureux en matière d'application. Mais n'hésitez pas à en parler là, à vos écoles ou utiliser cette ligne du temps là, qui est dans les annexes et puis vous pouvez vraiment aider, l'école peut vraiment s'en servir là, pour savoir comment accueillir l'enfant allergique, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Il est disponible, gratuit pour tous. Il faut simplement qu'ils se rendent en milieu scolaire. Moi, ça fait le tour de ma présentation. Je crois que c'est maintenant au tour de Dr Bégin de prendre la parole. Je vous laisse savourer sa présentation. On a l'habitude de travailler avec lui. C'est toujours très, très intéressant. C'est un excellent présentateur. Alors, bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Dominique, pour cette petite clarification du contexte. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Simplement, avant de passer à la présentation de Dr Bégin, je vous laisse mettre deux petites notes en contexte. Donc, premièrement, vous avez été nombreux à nous transmettre des questions à l'avance. On va tenter de répondre au plus grand nombre de questions possible. On a sélectionné des questions qui étaient d'intérêt général, mais n'hésitez pas à nous envoyer des questions en live aujourd'hui via le bouton questions-réponses, donc le petit chat. Ça nous fera plaisir d'y répondre si on a le temps. Également, simplement vous mentionner que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre chaîne YouTube très, très prochainement. Et dernier petit rappel, le plus important, la présentation de ce webinaire aujourd'hui a un but informatif et elle ne remplace pas l'avis de votre médecin. Donc, si vous avez des interrogations sur votre santé personnelle ou celle de votre enfant, ça va être important de consulter votre médecin ou votre allergologue. Alors, sans plus tarder, la présentation de Dr Bégin. Il est avec nous, vous le reconnaissez, il est allergologue au CHU Sainte-Justine et au CHUM, aussi directeur de la clinique d'immunothérapie orale du CHU Sainte-Justine. Donc, Dr Bégin, merci beaucoup, bienvenue. Je vais vous laisser partager votre présentation, puis débuter, puis on fera la petite période de questions par la suite. Donc, merci pour l'introduction, puis bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être là avec vous pour parler d'allergie. C'est un bon moment à la rentrée pour faire une petite révision. Comment est-ce qu'on gère les réactions allergiques? Il y a quand même eu des petits changements dans les dernières années sur la façon qu'on approche les réactions et puis qu'on va recommander de les traiter. Donc, c'est une petite mise à jour aussi pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, on va vraiment focuser sur l'anaphylaxie. C'est quoi l'anaphylaxie? Et puis surtout, comment qu'on la traite lorsqu'elle survient. À l'origine, l'anaphylaxie, ça a été découvert. Officiellement, ça, c'est un timbre qui vient de la France pour commémorer la découverte de l'anaphylaxie. Ça a été découvert par, on dit découvert, hein, le mot a été porté pour la première fois par Charles Richet et Paul Portier, qui étaient deux scientifiques français. Et puis l'histoire veut qu'il était sur le bateau du prince de Monaco à faire des croisières scientifiques, parce que c'est quelque chose qui se faisait il y a 100 ans. Ce qui serait arrivé, c'est que le chien du prince de Monaco serait allé dans l'eau et se serait fait, pas mordre, mais brûler, disons, par une physalie. Donc, c'est une méduse c'est la plus méchante des méduses, apparemment. Donc, le chien était mal en point. Et Charles Richet et Paul Portier ils ont vu ça, puis ils ont dit, ben, ce serait intéressant, avec toute l'avenue des vaccins maintenant, peut-être qu'on pourrait développer un traitement préventif contre les toxines. Donc, dans leur laboratoire, dans les semaines qui ont suivi, ils ont pris d'autres chiens et puis ils les ont injectés avec un venin qui n'était pas celui de la physalie, un autre.
Et puis les chiens, ben, ils sont tombés malades. Et leur idée, c'est que ben, 3 semaines plus tard, ils allaient leur redonner encore le même venin. Et ils espéraient que le chien réagisse moins fort puisqu'il aurait été immunisé, comme avec un vaccin. Et là, quelle a été leur surprise de voir que les chiens ne s'amélioraient pas. En fait, ils se sont mis à gonfler, devenir tout rouges, avoir de la difficulté à respirer et à mourir. Et là, ils se sont dit, oh là là, on a fait le contraire de ce qu'on voulait faire. On voulait faire de la prophylaxie, qui est le mot scientifique pour la prévention. Alors, on va appeler ça de l'anaphylaxie. On a fait le contraire de la prévention. On a rendu notre chien plus sensible au poison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez le chien? Comment est-ce qu'il a développé cette allergie qui n'était pas alimentaire ici, mais c'est le même principe? À la base, le système immunitaire, lorsqu'il rencontre quelque chose dans l'environnement, il faut qu'il décide qu'est-ce qu'il va faire avec. Et normalement, ben, quand on rencontre des virus, des bactéries, on va activer un certain programme qui va nous amener à produire des anticorps standards, donc qui vont aller se coller sur le virus, la bactérie, qui va permettre à des globules blancs de venir les bouffer, les digérer, puis nous en débarrasser comme ça. Par contre, lorsque le système immunitaire est confronté à quelque chose de trop gros pour être avalé par des globules blancs, mais ce programme de base-là, il ne sert à rien. Donc, il y a un deuxième programme dans les globules blancs qui va s'activer, qui va mener à la production d'anticorps spécifiques d'allergie pour reconnaître les parasites. Et là, il y a une sorte de globule blanc spécial qui va venir se promener, qui va reconnaître le parasite, et au lieu d'essayer de le bouffer, il va recracher des toxines sur le parasite pour essayer de le tuer. Donc, vous avez ici un verre qui a été mis dans un plat de pétri avec ces fameux globules blancs-là. L'anticorps en question, c'est l'anticorps IgE. Donc, pour ceux qui ont déjà fait des prises de sang pour leur allergie alimentaire, on dose les IgE, immunoglobuline E, contre l'aliment. Mais ça, c'est les anticorps d'allergie. Dans les sons, c'est les anticorps contre les parasites. Et ces anticorps-là donc, vont venir armer des cellules spécifiques pour l'allergie qu'on appelle le mastocyte. Et ces cellules-là, leur particularité, c'est qu'elles sont partout dans le corps, qu'on soit allergique ou pas. Et elles ne bougent pas, elles restent sur place. Elles agissent un peu comme des mines antipersonnelles. Donc, tant qu'on ne les dérange pas, elles ne font rien. Mais lorsqu'on est allergique, la particularité, c'est qu'on va venir armer la cellule avec les anticorps. Et partout où le parasite va venir toucher les cellules, la cellule qui s'est déjà sensibilisée avec les anticorps peut la connaître et elle va exploser un peu comme une mine antipersonnelle sur laquelle on pose le pied. Donc, le parasite se promène, disons, sous la peau, il est reconnu par la cellule s'active et elle relâche le contenu de ces gros granules noirs, ce qui est principalement de l'histamine. Donc, ça, c'est un mastocyte, la cellule d'allergie, qui a explosé. Vous voyez, les granules sont noirs, sont plus là parce que ça a été vidé. Donc, dans l'évolution, on peut imaginer, disons, Tarzan ici, là, qui était dans la jungle, puis il a attrapé un parasite sur son pied. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi l'utilité de ça? L'histamine, ce que ça fait, dépendamment de l'organe, ça va être différent. Mais dans la peau, ça fait gonfler, ça fait de la rougeur et surtout, ça démange. Donc, on peut imaginer que Tarzan, il ne coupe pas ses ongles, donc ça va gratter, il va se gratter et peut-être avec ses ongles, il va être capable d'arracher le parasite, le faire sortir de là, puisque les globules blancs ne sont pas capables de le bouffer. Donc, c'est un mécanisme utile si on veut se débarrasser de quelque chose qui est en surface de la peau. Au niveau digestif, lorsque les cellules s'activent et libèrent l'histamine, l'effet de l'histamine va plutôt être de déclencher des diarrhées ou des vomissements. Donc, vraiment encore un réflexe d'expulsion du corps. Dans les bronches, ça fait fermer la bronche, ça fait sécréter du mucus et ça déclenche le réflexe de toux. Donc, ça permet de propulser l'envahisseur dehors de la bronche. Donc, c'est très efficace lorsque c'est une bronche. Lorsque c'est toutes les bronches en même temps, là, c'est moins bon. C'est l'asthme, on n'est plus capable de respirer. Les yeux, le nez, la bouche, donc ça pique, ça larmoie, ça éternue. Donc, vous voyez, c'est tous des réflexes d'expulsion du corps pour quelque chose que les globules blancs ne sont pas capables de manger. Bon, en 2025, on va assumer que Tarzan ne s'est pas sensibilisé à un parasite, mais il s'est sensibilisé au beurre d'arachide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement le même principe. Tarzan a développé des anticorps qui vont venir armer toutes les cellules d'allergie contre les arachides. Donc, lorsqu'il va manger les arachides, ça va toucher les cellules, donc ça va piquer dans la bouche. Ensuite, il va avaler, ça va descendre dans l'estomac, il va avoir potentiellement mal au ventre, peut-être qu'il va vomir. La particularité d'un aliment par rapport à un parasite qui aurait fait une infestation d'une petite portion du corps, c'est que si on le digère et qu'il passe en circulation sanguine, il y a le potentiel d'être distribué partout dans le corps et potentiellement d'activer toutes les cellules d'allergie du corps simultanément. Et c'est ça qu'on appelle l'anaphylaxie. Donc, l'anaphylaxie, des fois, le monde va dire, bon, 2 systèmes d'atteinte, puis ça c'est une façon de le reconnaître, mais d'un point de vue biologique à la base, c'est une réaction allergique contre un allergène qui est passé en circulation sanguine. Donc, on va faire des anaphylaxies contre des venins, des insectes piqueurs, contre les médicaments. On va faire
évidemment contre des aliments. Et puis le chat, ben, le chat, en principe, on ne ferait pas d'anaphylaxie parce que l'allergène chat ne passe pas en circulation sanguine. Mais si j'injecte du chat à un patient, comme dans une désensibilisation, par exemple, ben là, effectivement, oui, il peut faire une anaphylaxie. Alors, là, on n'a rien organisé, il faut que vous répondez dans votre tête. Mais une petite question. Donc, l'anaphylaxie est toujours sévère. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Et la réponse, c'est faux. On a cette impression-là que l'anaphylaxie est toujours sévère parce que le message autour de l'anaphylaxie dans les 30 dernières années a été pour expliquer qu'est-ce que c'était et expliquer aux gens que c'est quelque chose à prendre au sérieux. Donc, on présentait les exemples de grosses anaphylaxies qui se trouvaient à être sévères. D'ailleurs, dans toutes les définitions d'anaphylaxie, on mentionne systématiquement toujours le fait que ça peut être mortel. Mais ça, c'est l'anaphylaxie sévère. Quand on est en recherche, on va grader l'anaphylaxie. Et comme vous voyez, on peut avoir des anaphylaxies qu'on va considérer sévères. Souvent, on va parler du choc anaphylactique presque de façon interchangeable avec le concept d'anaphylaxie. Mais en fait, choc, ça veut dire les pressions chutent. En fait, c'est relativement rare que les pressions vont chuter dans une réaction anaphylactique. Puis même si on prend des gens qui sont décédés d'une anaphylaxie, c'est seulement 10% qui vont avoir eu des chutes de pression. Ce qui est le plus dangereux en réalité, c'est l'asphyxie, c'est la crise d'asthme qui va avoir tendance à tuer des gens. Donc, toutes les anaphylaxies ne sont pas sévères. Ça dépend de la quantité d'allergènes auxquels tu t'exposes et de ton niveau d'allergie aussi, à quel point tes cellules d'allergie sont armées avec des anticorps qui reconnaissent bien l'allergène en question. Et pour vous donner un exemple, quand on dit que quelqu'un est allergique aux arachides, on va avoir tendance à s'imaginer que c'est une allergie sévère qui peut mener à l'anaphylexie avec un contact de trace. Et c'est effectivement le cas pour certains patients, mais pas pour tous. Donc, dans 20% des patients connus pour allergie aux arachides, il y en a qui ne vont pas faire d'anaphylaxie, ou du moins, ça ne va que piquer au niveau de leur bouche, parce que c'est simplement un syndrome d'allergie orale avec une allergie au pollen. Et il y a 60% qui sont capables de manger une demi-arachide sans avoir de réaction franche. Quand on regarde des crustacés, c'est encore plus. Donc, c'est 30% de faux positifs et 90% sont capables de manger une petite crevette de matane. Pour le soya, 80% de faux positifs et 40% sont capables de boire 10 000 litres de lait de soya sans réagir. Le soya, c'est un petit peu particulier parce que c'est contaminé ou c'est expliqué par des gens allergiques aux arachides. C'est une légumineuse aussi, donc souvent les gens allergiques aux arachides vont avoir des tests faussement positifs au soya, mais en fait, les anticorps qu'on va retrouver dans le sang ne sont pas suffisants pour que lorsque tu te trouves à manger le soya, ça déclenche une réaction, ça active tes cellules d'allergie. Alors, on a cette courbe, dans le fond, qui ont été faites dans des études qui montrent dans la population des gens allergiques, ben, c'est quelle proportion des gens qui vont réagir à différentes concentrations. Et puis, on sait qu'il y a une dose qui va faire réagir moins de 1% des gens. Dans le cas des arachides, c'est 2,3 mg. Et puis, il y a des discussions, ce n'est pas encore fait, mais il y a des discussions actuellement pour repenser toute la notion d'étiquetage pour utiliser ça comme terme pour dire, ben, dans le fond, la dose que moins de 5% des gens réagissent, c'est 2,3. Donc, ils vont pouvoir identifier spécifiquement, ce qui va permettre à certaines personnes qui sont moins allergiques de se dire, ben, dans le fond, moi, les traces à ce niveau-là, je suis correct, je peux les manger. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont plus fortement allergiques, qui, eux, savent qu'ils doivent éviter cette dose-là. Donc, c'est quand même très changeant par rapport à la notion qu'on avait. Et là, quand je dis qu'il y a 5% des gens qui vont réagir à 2,3 mg d'arachides, c'est-à-dire un centième d'arachides, je ne veux pas dire que ces personnes-là vont mourir s'ils mangent des arachides. Donc, 5% des gens réagissent, mais c'est seulement 0,25% des gens qui vont faire une anaphylaxie à une aussi petite quantité que ça. Et quand je dis anaphylaxie, je ne veux pas dire non plus qu'ils vont mourir, parce qu'on sait que 80% des anaphylaxies rentrent dans l'ordre spontanément sans aucun traitement. Donc, les chances d'avoir une anaphylaxie sévère qui ne répondrait pas à l'adrénaline, c'est moins de 1 sur 60 000 à cette dose-là. Et le risque de mourir d'une anaphylaxie, une dose aussi petite que ça, c'est moins que 1 sur 1 million. Donc, quand on regarde tout ça, le but, ce n'est pas de dire que l'allergie n'est pas sérieuse. Le but, c'est de remettre en perspective que tout le monde ne va pas mourir sur des traces. Il y a un niveau de sévérité qui varie d'une personne à l'autre et la quantité d'allergènes auxquels on s'expose vient jouer directement aussi. Bon, maintenant,
quand on réagit, et il faut la reconnaître, l'anaphylaxie, c'est un peu de là que vient l'histoire des deux systèmes. Donc, ça, c'est les critères qui ont été mis de l'avant. À la base, c'était vraiment fait pour les urgentologues, pour qu'ils soient capables de reconnaître rapidement quelqu'un qui rentre dans l'urgence, pour dire oui, il y a une anaphylaxie, donc je dois lui donner l'adrénaline rapidement. Mais tranquillement, on s'est mis à l'utiliser pour l'enseigner aux patients aussi, puis à tout le monde, finalement. Donc, il y a 3 situations. Donc, on dit en tout temps, si quelqu'un a de l'urticaire partout sur le corps et qu'il a de la difficulté à respirer ou que sa pression chute, donc il perd connaissance, même s'il n'y a pas de contexte où est-ce qu'il a reçu des pinottes ou qu'il est connu allergique, juste assumer d'emblée que c'est de l'anaphylaxie et donner votre adrénaline, l'épipène. Deuxième scénario, s'il y a un contexte qui colle, donc la personne vient de manger des arachides, tu n'es pas nécessairement connu allergique, là, mais tu viens d'en manger, puis ça pourrait être une allergie. Mais là, à ce moment-là, n'importe quel 2 systèmes qui sont atteints, qui fit avec une réaction allergique, on va dire de donner l'adrénaline. Et troisième scénario, si tu viens de manger ce à quoi tu es allergique, donc je suis allergique au lait, je viens de boire du lait, mettons que j'ai seulement une hypotension ou seulement une difficulté respiratoire, donnez l'adrénaline immédiatement aussi. Attendez pas d'avoir 2 systèmes quand c'est ces 2 systèmes-là qui sont atteints. Bon, les pièges maintenant, parce que ça, c'est facile à dire, c'est facile à écrire sur papier, mais dans la vraie vie, comment ça se passe? Donc, dans la vraie vie, les erreurs qui sont faites le plus fréquemment, en fait, c'est que les gens vont avoir tendance à attendre les manifestations cutanées. Donc, dans les 3 critères que je vous ai dit, c'est juste la première qui exige qu'on ait de l'urticaire, qu'on ait des plaques rouges sur le corps. Donc, on sait que 20 des anaphylaxies, il n'y aura rien sur la peau. Donc, vraiment, si un patient vient de manger un allergène et puis qu'il commence à avoir une crise d'asthme, on donne l'adrénaline. On n'a pas sniffé les arachides, on ne les a pas respirés. Si on se met à faire une crise d'asthme, c'est que l'arachide est passé en circulation sanguine, on l'a digéré, puis via le sang, ça se rend jusqu'au poumon. Donc, le traitement aussi doit se faire via le sang avec notre adrénaline. Deuxième erreur, ne pas les rechercher. Donc, l'exemple classique, c'est un patient qui se met à chuter ses pressions sur le bloc opératoire. Si on ne lève pas le drap, on ne va pas le voir. Donc, il faut se poser des questions. Il faut assumer que si quelqu'un est essoufflé d'un coup, c'est autre chose. Juste poser la question, as-tu mangé quelque chose? Puis regarder ailleurs sur le corps. Y a-t-il des plaques qui sont apparues sur le corps de l'enfant? Attendre l'hypotension, donc la chute de pression. Donc, je vous rappelle, anaphylaxie, ça ne veut pas dire choc anaphylactique. Donc, on n'attend pas de chuter les pressions pour donner l'adrénaline. Du moment qu'on reconnaît que c'est une anaphylaxie, on traite avec de l'adrénaline. Et enfin, attribuer la réaction à l'asthme. Donc, comme je disais tantôt, si le patient se met à faire une crise d'asthme parce qu'il rentre dans une pièce où est-ce qu'il y a un chat, c'est correct, on va prendre des pompes d'asthme. Il a respiré le chat, l'allergène de chat est rentré dans ses bronches, ça a déclenché une réaction locale. On va traiter avec une pompe qui passe aussi par les voies respiratoires pour traiter de façon locale. Mais si je réagis à un allergène alimentaire, donc que j'ai digéré, qui passe à la circulation sanguine, même si c'est juste une crise d'asthme, c'est une crise d'asthme qui est arrivée via le sang. Donc, c'est vraiment tous mes poumons qui baignent actuellement dans les œufs ou dans les arachides. Donc, je vais donner mon adrénaline pour vraiment que le traitement y passe et qu'il aille atteindre les mêmes cellules qui sont en train de se faire activer par l'allergène. Les facteurs pronostiques. Donc, les risques de faire une anaphylaxie plus sévère ou même mortelle, c'est quoi? Donc, le premier facteur de risque, c'est l'asthme non contrôlé. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il y a seulement 10 des anaphylaxies mortelles où les patients avaient chuté leur pression. Vraiment, le truc le plus dangereux, c'est les symptômes respiratoires. Et c'est quoi le problème avec l'asthme? C'est que l'asthme, ce que c'est les bronches, les tuyaux des poumons qui ont tendance à se spasmer puis à se fermer spontanément à des stimuli qui normalement ne devraient pas. Donc, c'est comme si les bronches sont plus chatouilleuses puis ont tendance à se fermer vite. Et l'idée, c'est que si j'ai déjà de l'asthme, les bronches sont déjà fermées, ont déjà une propension à se fermer. Si en plus je rajoute un allergène, ça va se fermer encore plus serré. Et c'est là que mes traitements comme mon Ventolin risquent de ne pas être capables d'ouvrir mes bronches. Si je pars de bronches qui sont complètement ouvertes parce que mon asthme va bien et est bien traité, mais quand même bien que ça refermerait un peu, il reste encore de la place pour que l'air passe. Donc, un truc commun de tous les cas de décès que j'ai révisés d'allergie alimentaire, systématiquement, tous les patients, leur asthme n'allait pas bien dans les semaines qui précédaient la réaction. Deuxième facteur, c'est l'absence d'auto-injecteur. Donc, soit parce que la personne ne l'avait pas, parce qu'elle avait peur de l'utiliser, ou parce qu'elle ne savait pas qu'elle était allergique. C'est très rare avec les allergies alimentaires qu'ils vont mourir la première fois exposés à un aliment. En fait, ça n'a jamais été décrit. La première fois que quelqu'un mange des arachides, il y a du monde qui vont réagir la première fois qu'ils s'exposent à un aliment, mais pas qui vont faire d'anaphylaxie mortelle. Donc, il n'y a pas de décès à la première exposition alimentaire, mais il y a des décès rapportés à la première exposition pour les guêpes notamment. Donc, les guêpes, c'est injecté, donc ça peut être plus violent. Donc, ça, c'est un aspect quand même rassurant par rapport à l'allergie alimentaire, notamment lorsqu'on introduit des aliments chez un enfant.
80% des réactions vont se faire à la première fois que le patient mange des arachides, mais il n'y a pas de décès à ce moment-là. Les jeunes adultes, pourquoi? Bien, généralement parce qu'ils ont un asthme à contrôler et qu'ils n'ont pas leur auto-injecteur. Et les allergènes forts, donc typiquement les arachides, parce que c'est une des allergies les plus fréquentes et les plus fréquemment fortes. Mais n'importe quel allergène, si l'allergie est très forte, on est à risque de faire une plus grosse réaction. La cellule d'allergie, je vous l'ai dit, elle pète, elle explose, elle libère l'histamine. Donc, ça va faire la réaction qui est très rapide, très violente. Dans 15 minutes de l'ingestion, on va commencer à avoir des symptômes dans le reste du corps qui peuvent commencer à apparaître. Les symptômes dans la bouche, ça peut être immédiat comme symptôme. Une fois qu'elle s'active, elle va aussi produire d'autres produits qui vont être libérés un petit peu plus sur le tard. Et ce qui va expliquer que dans certains cas, la réaction peut durer un petit peu plus longtemps. Et ce que vous avez sûrement entendu parler, c'est la fameuse réaction biphasique. Donc, un patient qui va avoir des symptômes jusqu'à 8 heures après avoir mangé son allergène. En réalité, la réaction biphasique, c'est quelque chose qu'on observe particulièrement en asthme. Donc, je m'en vais chez quelqu'un qui a un chat, je fais une crise d'asthme, je prends mes pompes, je suis mieux. Je m'en vais me coucher et là, en plein milieu de la nuit, je recommence à tousser parce que mon asthme s'est réactivé. Donc, ça, c'est vraiment dû à cette réaction en deux temps, l'histamine libérée sur le coup, et puis plus tard, mes cellules d'allergie produisent les autres médiateurs qui réactivent la réaction. Donc, c'est quelque chose qui crée beaucoup de stress aux familles puis aux gens allergiques. La réalité en allergie alimentaire, c'est que c'est extrêmement rare. C'est vraiment plus un truc qu'on va voir avec l'asthme ou avec les anaphylaxies, des trucs intraveineux ou injectés. Puis là, on va dire, ouais, mais là, moi, j'ai déjà eu ça, une réaction biphasique. J'ai pris ma dose, puis j'ai réagi 45 minutes après l'épinéphrine, tout est rentré dans l'ordre, c'est revenu. En fait, ça, ce n'est pas vraiment une réaction biphasique. C'est la même réaction qui n'avait pas fini. Tu as donné ton adrénaline, et puis ça a fonctionné, mais tu avais encore plein de l'aliment dans ton estomac. Fait 45 minutes, quand l'adrénaline ne fonctionne plus, ben, tu continues à en absorber, puis là, la réaction revient. Normalement, on va donner une deuxième adrénaline à ce moment-là, et ça casse complètement la réaction. Fait que, en réalité, c'est moins de 1% des cas d'anaphylaxie en allergie alimentaire qui sont des réels biphasiques. Puis il y aurait 20% des gens qui vont présenter cette réaction en deux temps, mais beaucoup plus rapprochée de celle que je viens de dire. Donc, parce que ça surprend souvent, on dit, je suis allé à l'urgence, mais on m'a observé 4 heures. C'est ça la recommandation, c'est juste d'observer 4 heures et non d'observer 8 heures, même si en théorie, les réactions biphasiques peuvent avoir lieu 8 heures plus tard. Pour faire une réaction biphasique, il faut avoir fait la première phase. Il faut que la cellule se soit activée. Donc, si on mange un aliment et qu'on ne réagit pas, il n'y a aucune inquiétude à 8 heures plus tard faire une réaction. La biphasique, c'est vraiment juste une nouvelle réaction des mêmes cellules qui ont fait la première réaction. Donc, si vous mangez un aliment, pas de réaction, pas d'inquiétude avec cette histoire de réaction biphasique-là qui peut avoir lieu 8 heures plus tard. Deuxième petite question quiz. La gravité des réactions est toujours imprévisible. Donc, ça aussi, c'est un message qu'on véhicule souvent. Donc, je laisserai réfléchir 2 secondes. Et c'est faux, en fait. Les réactions sont relativement prévisibles et reproductibles. Quand on fait des études, on va faire des provocations alimentaires où on va donner l'allergène aux patients, puis on va en faire une autre à la fin de l'année quand ils sont sous le traitement ou un placebo, pas de traitement. Et ceux qui n'ont pas reçu de traitement, bien, typiquement, la réaction qu'ils font un an plus tard est généralement la même. Il y a une étude qui a été faite à Toronto, puis on regardait aux urgences ceux qui étaient venus plusieurs fois, puis les symptômes qu'ils faisaient, c'était propre à l'individu, ça avait tendance à être la même. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça dit que tu peux te connaître, tu vas avoir tendance à réagir de la même façon à chaque fois que tu fais une réaction. Mais il y a une exception importante, ce qu'on appelle les cofacteurs. Donc, le monde dit, oui, mais des fois, tu peux réagir à une plus petite quantité que normalement, donc tu ne peux pas assumer que parce que tu es tolérant à un certain seuil, tu vas toujours l'être. C'est vrai, mais ce n'est pas imprévisible. Il y a des facteurs qui expliquent pourquoi on réagit plus fortement. C'est ce qu'on appelle les cofacteurs. Donc, si on fait de l'exercice physique, si on fait de la fièvre, donc n'importe quoi qui va augmenter la température corporelle, la prise d'anti-inflammatoires, la prise d'alcool, le fait d'avoir un asthme actif dans sa saison de pollen, les menstruations ou même juste la déprivation de sommeil, c'est tous des trucs qui vont influencer le système immunitaire ou la digestion et faire qu'on va absorber plus d'allergènes d'un coup ou qu'on va réagir plus fort. Donc, c'est des choses qui expliquent qu'on peut réagir à une dose moindre. Donc, de plus en plus, les allergologues ont tendance à examiner c'est quoi le seuil d'un patient pour, finalement, tu n'es pas si allergique que ça. Toi, ça te prend 15 peanuts pour réagir. Tu n'as peut-être pas besoin de faire attention aux traces. Si tu mangeais une peanut, tu serais correct, il n'y aurait pas de problème. Mais on va leur expliquer, mais faites attention. Il y a ces facteurs-là qui existent qui feraient que peut-être que si tu allais courir après avoir pris de l'alcool sous aspirine, bien là, non, tu ne serais pas capable de manger 15 peanuts et avec seulement une ou deux peanuts, là, tu ferais une réaction anaphylactique. Donc c'est la petite subtilité à amener. OK, comment est-ce qu'on traite l'anaphylaxie maintenant? Puis on a bien expliqué qu'est-ce que c'était, de quoi ça a l'air, quand est-ce qu'on reconnaît que c'est l'anaphylaxie. Donc, l'anaphylaxie, on veut toujours la traiter avec de l'épinéphrine. Donc, pour moi, une anaphylaxie, c'est n'importe quel symptôme dans lequel
j'ai une suspicion que l'allergène est en circulation sanguine. Donc, si ça fait juste picoter dans ma bouche, si j'ai un peu mal au ventre, mais ça, pour moi, c'est des réactions locales. Ce n'est pas de l'anaphylaxie. Mais si je me mets à avoir la difficulté à respirer, si je me mets à plaquer à la grandeur du corps, là, on est en train de parler d'anaphylaxie. Et on va traiter avec de l'adrénaline. Pourquoi l'adrénaline? Donc, l'adrénaline, il y a différents. Épinéphrine, adrénaline, en passant, c'est un synonyme. Donc, il y a plusieurs récepteurs d'adrénaline partout dans le corps. Et ce que ça fait, c'est l'hormone du stress. Donc, ça augmente la pression, ça ouvre les bronches, ça aide au cœur à battre plus vite. Donc, c'est super parce que c'est l'inverse de l'anaphylaxie. Mais le truc le plus important de l'adrénaline, c'est qu'il y a des récepteurs d'adrénaline sur les cellules d'allergie. C'est ce que je vous montre depuis le début. Et si la cellule qui a déjà réagi est trop tard, je ne peux pas rentrer l'histamine dedans. Mais quand je commence à réagir, si je donne mon adrénaline assez vite, ben, je vais désactiver d'autres cellules. Donc, imaginez le patient ici qui est allergique aux œufs. Donc, il commence à manger son œuf, ça picote dans la bouche parce qu'il active les mines antipersonnelles dans la bouche. Ça arrive à l'estomac, il y a un peu mal au ventre. Donc, on parle de symptômes locaux ici. On ne donne pas d'adrénaline pour ça. Cela dit, ce n'est pas dangereux, donc vous pouvez y aller si vous êtes inquiet. Et là, il va se mettre à absorber les œufs. On va activer tranquillement des cellules d'allergie dans le reste du corps. Donc là, j'arrive dans une anaphylaxie légère. Oh, je commence à éternuer un petit peu, j'ai une petite plaque d'urticaire sur le corps. Si je laisse aller, ben, l'allergène va continuer à être absorbé jusqu'à ce qu'on ait absorbé le maximum qu'on pouvait. Donc peut-être que ça va arrêter là. 80 du temps, ça arrête là. Mais peut-être que je n'ai absorbé assez que je suis assez allergique pour que ça en active plus. Et là, potentiellement, que ça active toutes les cellules du corps et que je fasse ma fameuse anaphylaxie sévère. L'idée, donc, quand on va faire un traitement, c'est qu'on ne veut pas se rendre à l'anaphylaxie sévère. Juste quand on est à l'anaphylaxie légère, tout de suite, on veut donner notre épinéphrine parce qu'on va être capable, du coup, de désactiver toutes les cellules d'allergie qui n'ont pas encore été activées. Et là, comme je vais absorber plus de mon allergène, mais ça n'activera pas les autres cellules d'allergie, donc je vais être correct. Donc, ça vient vraiment casser la réaction. La raison que ça casse la réaction, c'est cette désactivation des cellules d'allergie-là. Si j'attends trop, ben, je vais perdre cette chance-là de casser la réaction. On va quand même donner l'adrénaline parce que ça fonctionne pour ouvrir les poumons, augmenter la pression. Mais c'est juste que son effet est de 25 minutes, donc ça se peut que dans 25 minutes, je suis obligé d'en redonner une autre et puis une autre. Donc, c'est l'idée. OK, une autre petite question quiz. Les antihistaminiques de première génération, c'est-à-dire le Benadryl, agissent plus rapidement que ceux de deuxième génération, comme par exemple Réactine, Arius, Claritin. Alors, vrai ou faux? Je laisse 2 secondes pour y penser. Et c'est faux. Donc, on a cette notion-là que c'est bon, le Réactine pour les petites allergies, pour le rhume des foins, mais si tu as une grosse anaphylaxie, là, ça prend le Benadryl. En fait, ça n'agit pas plus vite du tout. Tous les antihistaminiques prennent un temps énorme à réagir. Ça prend à peu près 30 minutes à passer en circulation sanguine, mais pour ça prend 90 minutes à se rendre complètement dans les organes. Ce qui fait que après une demi-heure, on a juste 15 de l'effet. Après une heure, on va avoir 50 de l'effet. Et ça prend 2 heures pour avoir le plein effet d'un antihistaminique. Donc, si quelqu'un vous dit j'ai fait une réaction, j'ai pris un Benadryl ou un Réactine et 5 minutes d'après, je me sentais beaucoup mieux, c'est très probable, mais c'est juste ce qui était dû pour se sentir mieux. Ce n'est pas dû à l'antihistaminique. C'est juste dû au fait que la plupart des réactions d'anaphylaxie légère rentrent dans l'ordre spontanément, relativement rapidement aussi. Et donc, actuellement, on recommande de ne plus utiliser les antihistaminiques de première génération parce qu'ils ne sont pas plus forts, ils ne sont pas plus rapides, mais ils sont bourrés d'effets secondaires. On a fait des représentations auprès de Santé Canada pour que ça soit retiré des tablettes et plus vendu en vente libre parce que le Benadryl, c'est un cousin très, très proche du Gravol. Le Gravol est rendu derrière le comptoir. Pourquoi pas le Benadryl aussi? Apparemment que c'est trop compliqué parce qu'il y a plein de médicaments qui combinent avec du Benadryl, fait qu'ils sont pas capables de retirer des tablettes. Mais c'est bourré d'effets secondaires, notamment des effets secondaires au niveau du cerveau. Donc, on sait, ça endort. Pour les personnes âgées, ça peut donner de la rétention urinaire, ça augmente l'appétit, ça donne faim. Donc, puis ça peut donner des arythmies cardiaques même, et c'est ça qui cause des décès au Benadryl. Juste pour vous dire, moi, c'est correct, ça ne me dérange pas la somnolence parce que je le donne avant de coucher mon enfant ou avant de me coucher, ça m'aide à dormir. Donc, c'est vrai que ça donne la somnolence. Par contre, c'est de la somnolence comme celle qu'on a avec de l'alcool. Donc, un sommeil d'alcool, quand on prend ça, on dort la nuit. Mais le matin, on se réveille encore plus scrap qu'on était la veille. Pourquoi? Parce que l'alcool, comme le Benadryl, les deux empêchent d'aller dans les phases réparatrices du sommeil. Donc, ça reste un sommeil superficiel non réparateur. Donc, le lendemain, ben, on est encore plus scrap qu'on était la veille. Donc, ça, c'est des études qui ont été faites avec des encéphalogrammes qui mesurent l'activité du cerveau. Donc, vous voulez, quand on reçoit le Benadryl, ben, le lendemain, on a un moins haut niveau d'éveil au niveau du cerveau. Et une étude qui a été faite en Grande-Bretagne qui a montré que les ados qui prenaient du Benadryl pour traiter leur rhume des foins avaient 40 de chances accrues d'avoir des mauvaises performances d'examen et c'était 70 ça montait à 70 lorsqu'ils prenaient un Benadryl, donc un sédatif.
D'ailleurs, en moyenne, on disait que leur note baissait de 6%. Là, je parle de la moyenne. Toutes les disciplines scolaires baissaient de 6%. Donc, c'est un effet qui est quand même majeur. L'allongement du QT, ça, c'est une arythmie. En fait, ça, c'est un peu particulier. Le Benadryl peut donner des arythmies cardiaques. Mais ce n'est pas écrit dans la monographie parce que c'est tellement vieux puis elle n'a pas été mise à jour. Fait que c'est connu, mais ce n'est pas écrit dedans. Par contre, la FDA et Santé Canada obligent que tous les autres antihistaminiques qui écrivent dans leur monographie que ça peut donner des arythmies, alors qu'ils n'en donnent pas. Pourquoi ils disent ça? Parce que c'est un effet de famille, on sait que les antihistaminiques en donnent. Fait que on est dans la situation un peu paradoxale où est-ce que le Reactine, le Claritin n'en donne pas. Puis là, des fois, on va avoir des pharmaciens qui vont dire switchez pour du Benadryl parce que vous êtes à risque d'arythmie. Mais en fait, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc, Benadryl, poubelle. D'ailleurs, j'avais oublié cette statistique-là. Donc, je veux dire, en Ontario, tes chances de tuer quelqu'un ou de faire tuer en auto augmentent de 50% si tu étais sous l'influence d'un antihistaminique de première génération. Et il y a des études qui ont été faites là, pour regarder les gens qui conduisaient avec du Benadryl et puis les gens, ils frappaient les cônes. En fait, c'est comparable à une alcoolémie de 0,10%, donc clairement au-dessus du seuil de 0,08. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'y avait aucun lien entre la perception de somnolence et les facultés de conduite. Donc, si vous prenez du Benadryl puis vous allez conduire, vous vous sentez correct pour conduire, mais vous ne l'êtes clairement pas. Donc, c'est ce que je disais tantôt ici, que la Société canadienne a fait de recommandation de les retirer des tablettes. Ça n'a pas été fait. Ils ont retiré certains produits. Ils ont retiré les produits pour les enfants de moins de 6 ans en combinaison, mais c'est encore disponible. Donc, c'est à vous à juste pas en acheter. Question quiz encore. Donc, on doit toujours aller à l'urgence après avoir administré l'épinéphrine. Je laisse répondre, mais là, je pense que vous commencez à catcher qu'il n'y a pas beaucoup de réponses vraies dans mon sondage. Donc, le message qu'on a toujours donné, c'est que si on donne l'adrénaline, si tu fais une anaphylaxie, c'est EpiPen 911. Puis le message, on voulait qu'il soit clair, fait qu'on l'a dit comme ça. Le problème, c'est que les gens, ils ont comme enregistré que EpiPen égale 911. Mais l'adrénaline en soi, elle est aucunement dangereuse. Ce n'est pas à cause de l'adrénaline qu'on va à l'urgence. L'adrénaline intraveineuse, oui, ça, c'est autre chose. Ça va dire que dans le cœur, ça peut donner des arythmies cardiaques. Mais dans le muscle, comme on utilise en énergie avec un EpiPen, c'est absorbé progressivement par le système. Il n'y en a pas de danger. On n'a pas besoin de l'urgence à cause de l'adrénaline. La raison, c'est la réaction allergique. Mais le problème, ce que ça donnait, c'est la situation un peu particulière où est-ce que le monde, finalement, dit « Oh, je commence à avoir une réaction, mais ne va pas me donner l'épinéphrine tout de suite parce que je ne suis pas assez sévère pour aller à l'urgence. » Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que le patient y attend, il passe une anaphylaxie légère, puis il donne le temps d'avancer vers l'anaphylaxie sévère. Puis là, quand tu donnes l'adrénaline, elle fonctionne moins bien parce que tu as attendu, puis là, tu es vraiment obligé d'aller à l'urgence. Donc maintenant, la recommandation qu'on a, c'est vraiment de séparer les deux décisions, de donner l'adrénaline versus aller à l'urgence. Donc, si vous avez les symptômes qu'on va avoir avec de l'adrénaline, regardez, plus de 50% des gens n'ont aucun symptôme quand ils prennent de l'adrénaline. Le symptôme le plus fréquent, c'est des tremblements. Donc, 40% des gens vont avoir les mains qui tremblotent. 25% des gens vont sentir de l'anxiété, des palpitations. Et puis, après ça, il y a d'autres symptômes un petit peu moins fréquents ici, qui sont toutes des sensations qu'on a avec le stress, finalement. Où est-ce qu'on injecte quand on a l'adrénaline? Donc, vous savez, on veut vraiment injecter dans le quadriceps, c'est le plus gros muscle du corps, donc c'est le plus perfusé, donc c'est lui qui absorbe plus. Donc, il y a des études qui ont été faites qui ont comparé donner l'adrénaline intramusculaire versus sous-cutanée en dessous de la peau, de le donner dans la cuisse versus dans l'épaule. Et puis, vraiment, le grand gagnant de toutes ces études-là, c'était le quadriceps. C'est là que l'adrénaline va être absorbée le plus vite. Donc, on va atteindre un pic là, en dedans de 8 à 15 minutes quand on utilise une injection dans le quadriceps. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut. Quand donner une deuxième injection, normalement, comme je vous dis, on va commencer à sentir les effets au bout de 5 minutes. Au bout de 15 minutes, on a pas mal atteint le pic. Donc, au bout de 5 minutes, si on ne sent rien, on peut tout de suite donner une deuxième. Donc, 5 minutes, c'est pas mal le temps minimum, au moins, par exemple, pour donner une chance que ça fasse de quoi. Puis, au bout de 15 minutes, si on n'est pas satisfait de l'effet qu'on a, on peut à ce moment-là aussi en donner une deuxième. Cela dit, peu importe l'auto-injecteur, il ne va jamais fonctionner si le patient ne sait pas quand l'utiliser, il ne sait pas comment l'utiliser, il ne l'a pas avec lui, il a peur de l'utiliser ou il ne veut pas l'utiliser, comme par exemple parce qu'il ne voulait pas aller à l'urgence. Donc, c'est important d'enseigner l'utilisation de l'épinéphrine, pas juste aux patients, mais à toute la famille, à tous les
les gens les intervenants pour les enfants, puis à tous les proches. Souvent, les ados, un des problèmes je dis les ados, mais c'est les ados et les adultes, là, un des problèmes qui mène à des décès, j'ai dit que c'est un facteur de risque, leur âge, c'est cette tendance à ne pas vouloir déranger. Donc, quand on est un adulte, quand on est un souper, on commence à réagir. Qu'est-ce que les gens font? Ils ont tendance à s'isoler à la salle de bain, prendre leur Benadryl, justement, ou sortir dehors, prendre l'air, sans dire à personne qui réagissait. L'anaphylexie, ça peut aller vite. Donc, un des trucs que je dis à tous mes patients, c'est qu'il faut prendre l'habitude de développer le réflexe. Si tu réagis, tu le dis. Puis, en réalité, ça ne dérange personne. C'est juste dire, hey, ça pique dans ma bouche, il y avait des pinottes là-dedans. En tout cas, si je fais la planche, mon épipène est là, c'est très, très drôle. Puis, plus personne n'y pense. Sauf que si 5 minutes plus tard, tu fais effectivement la planche, bien, ils savent où l'épipène, puis ils peuvent te le donner. Donc, c'est vraiment une habitude à développer. Et encore pour la question de l'urgence, parce que c'est un point important, donc c'est nouveau depuis 2 ans qu'on ne recommande plus de systématiquement aller à l'urgence quand on donne l'épinéphrine, la raison étant que ce n'est pas dangereux et que ça avait tendance à retarder l'utilisation de l'épinéphrine. Cela dit, ce n'est jamais une erreur d'aller à l'urgence. Donc, si vous voulez aller à l'urgence, allez-y. On ne va jamais vous chicaner d'être venu à l'urgence. Le point, c'est qu'on ne veut juste pas qu'on retarde l'utilisation de l'adrénaline. La petite condition pour faire ça, c'est que ça prend un deuxième auto-injecteur parce que si tu donnes ton premier, puis 15 minutes plus tard, tu te rends compte qu'on a besoin d'un deuxième, ben, tu n'en as pas. Puis là, il est un peu tard pour commencer à décider d'aller à l'urgence. Donc, si on a une réaction qui nous inquiète, on va à l'urgence. Si on a juste un auto-injecteur, on va aller à l'urgence. Mais si la réaction ne nous stresse pas, on a un auto-injecteur, puis ça se passe bien, ça répond bien. Au bout de 15 minutes, top shape, tout est rentré dans l'ordre. On reste relax, puis on peut reprendre notre soirée puis notre activité. Évidemment, en avisant les gens autour de soi qu'on vient de s'auto-injecter puis qu'on a fait une réaction. Un petit point sur les ordonnances d'épinéphrine, souvent des choses que les gens ne savent pas. On peut acheter des épipènes à la pharmacie sans prescription. Le seul problème, c'est qu'il faut que tu les payes et ça coûte 100$, mais quand même. Fait que si on a, par exemple, un resto, on a envie d'en avoir un pour notre restaurant, si ce n'est pas prescrit, on peut quand même s'équiper puis en avoir. Deuxième point, les auto-injecteurs d'épinéphrine peuvent être prescrits renouvelables à vie. Donc, il y a certains médicaments, c'est une exception. Un médicament, c'est juste prescrit pour 2 ans max. L'épipène, c'est une exception. Le problème, c'est que tous les pharmaciens ne savent pas que c'est une exception, fait que des fois, ils ne vont pas l'accepter. Mais il y en a plein qui l'acceptent quand même. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mentionner à votre médecin de famille qu'on peut le prescrire renouvelable à vie. Et troisième point, les pharmaciens du Québec peuvent prescrire eux-mêmes un auto-injecteur d'épinéphrine. À un moment donné, vous avez sûrement vu passer dans les médias qu'il y avait des nouveaux pouvoirs qui leur avaient été donnés. Bien, l'épipène, ça fait partie des trucs qui ont le droit de prescrire depuis quelques années. Donc, ça aide. Et je finis avec ça. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de ça parce que ben, ce n'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Donc, cet hiver, on va avoir le Neffy qui va arriver sur le marché. On ne sait pas si ça va s'appeler Neffy au Canada, mais c'est de l'adrénaline intranasale. C'est supposé être aussi bon que l'épipène, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'injection. Donc, pour tous les patients chez qui c'est une barrière, la piqûre, ben, ça va être très intéressant. Ça va être juste un spray dans le nez. Donc, peut-être que les gens vont avoir moins peur, vont le donner plus rapidement aussi. Donc, c'est une utilisation d'une shot que les gens mettent dans le nez. C'est déjà disponible aux États-Unis, mais ça s'en vient au Canada. Et sur ce, ben, c'est ce que j'avais pour vous. Puis, ben, c'est bon, il nous reste 10 minutes pour les questions. Bonjour, bon, merci beaucoup pour ce tour d'horizon complet des allergies alimentaires, de l'intervention. Je pense que ça a rappelé à tout le monde ce que c'est, d'où ça vient, comment on intervient. Mais il y a encore des petites questions. J'avais plusieurs questions sur le Benadryl. Je pense qu'on a fait le tour. On en a vraiment parlé abondamment. Il y a donc, je ne passerai pas plus de temps là-dessus. Une des questions qui revient au niveau de l'école, donc c'est une maman ou un parent qui se demande si son enfant qui est allergique très sévère peut faire des sorties scolaires, même si la sortie est à 50 minutes d'un hôpital. Ouais, fait que la réponse, c'est oui. En fait, on veut pas. D'abord, on veut pas qu'un enfant avec allergie alimentaire ait une enfance différente d'un autre. Même avec une allergie sévère, euh, un accident avec une trace va mener à une réaction parce que c'est très, très allergique, mais ça ne va pas mener à une réaction sévère. Donc, il suffit d'avoir confiance quand même avec les intervenants. Donc, si vous n'avez pas confiance dans le professeur, vous ne serez pas à l'aise de laisser partir. C'est vraiment la question de développer une relation avec le professeur et puis l'école, soyez en confiance, qu'ils comprennent bien qu'une allergie, puis
comprennent que s'il y a un lunch qui se mange, ben, il va amener son propre lunch, puis bien éduquer l'enfant là-dessus. Mais le 50 minutes, pour moi, ce n'est pas un souci. La seule chose, c'est que peut-être que d'habitude, il traîne un EpiPen sur lui à l'école, ben là, amenez-en deux. Fait que si jamais on a besoin, puis si tu es à 50 minutes de la civilisation, puis tu réagis, ben là, ce que j'ai dit tantôt, c'est comme commence tout de suite à marcher, même si ça va bien. C'est peut-être une autre considération. De toute façon, mon histoire de ne pas aller à l'urgence, ça ne s'applique pas aux écoles. C'est une décision qu'un parent peut faire, qu'un patient peut prendre pour lui-même, mais aux écoles, on ne va jamais leur faire prendre une décision de ne pas appeler le 911. Fait qu'eux autres, s'ils donnent l'adrénaline, ils vont aller au 911, puis on est plus précautionneux, puis c'est normal. Bien sûr. On a parlé un petit peu des cofacteurs, mais j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux réactions allergiques avec l'effort physique ou même encore une fois avec les menstruations. Donc, est-ce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes en programme sport-études. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur la réaction, là, le cofacteur avec le Ben, sport? avec le cofacteur avec le sport, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait les deux en même temps. C'est quelque chose qu'on va observer beaucoup chez les patients en désensibilisation. Parce qu'eux autres, ils savent que s'ils prennent leur dose d'allergène, puis qu'ils vont courir après, faire leur volleyball, ben là, ils font une réaction, alors que sinon, les autres jours, ils prennent puis ils la tolèrent bien. Euh, Honnêtement, les cofacteurs, c'est quelque chose en dehors de l'immunothérapie que je vois beaucoup chez les gens qui ont des faibles allergies. Et souvent, ils ne savent même pas qu'ils sont allergiques au truc. Les tests sont positifs, ils n'ont jamais été testés, ils ne savent pas. Ils mangent d'habitude, je veux dire quelque chose, de l'avocat, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est arrivé quelquefois qu'ils ont pris de l'avocat, puis après, ils ont pris de l'alcool, pouf, ils ont fait une anaphylaxie. Ils n'ont jamais pensé que c'était l'avocat, mais c'est le cofacteur. Fait que c'est là que les cofacteurs peuvent jouer le plus. En fait, c'est moins un problème pour les gens très allergiques qui, de toute façon, font déjà attention à l'allergène que les gens peu allergiques qui pensent qu'ils sont corrects d'habitude. Puis là, tout d'un coup, pouf, tu as une surprise. Oh, ça, c'était une bonne réaction, ça, finalement. Merci. On a des questions par rapport à l'odeur et à l'utilisation des micro-ondes à l'école. Donc, est-ce qu'on peut être allergique à l'odeur de l'arachide? Fait que, non. Fait qu'on ne peut pas être allergique à l'odeur de l'arachide. L'odeur, c'est un arôme. Donc, les arôme, ce n'est pas des protéines. Donc, si on est allergique, c'est vraiment à la protéine. Euh, c'est pas l'odeur, mais ça ne veut pas dire qu'on peut prendre des crises d'asthme en présence d'un aliment. Fait qu'un aliment qui se trouve en suspension dans l'air, par exemple de la farine, ça peut causer une crise d'asthme. Pas une anaphylaxie, ça va faire éternuer, crise d'asthme, comme s'il y avait un chat finalement. Si je fais cuire des crevettes, si je fais cuire du poisson, ça va faire des petites gouttelettes d'eau, on appelle ça de la nébulisation, qui peuvent contenir de l'allergène. Encore là, les gens peuvent faire des crises d'asthme. Et puis, encore là, techniquement, ce n'est pas de l'anaphylaxie, on ne l'a pas ingéré, mais ça peut donner une bonne crise d'asthme quand même. Mais si l'aliment est juste présent là, puis je sens l'odeur, ça, non. Le corps, par contre, va développer des réflexes, une mémoire pour le goût puis la sensation. Fait que des fois, les gens vont sentir une odeur puis tout de suite, ils vont se sentir pas bien. Ben, c'est parce que le corps il a appris que c'était dangereux pour toi. Puis, fait que, on le sait que les gens peuvent reconnaître, puis des fois avoir des picotements juste à l'odeur des aliments. Mais c'est plus une appréhension de l'aliment qui va déclencher ce réflexe-là qu'une réaction allergique réelle. Il y a une étude qui a été faite en fait pour le prouver. Ils ont pris 10 personnes ultra allergiques, les plus allergiques de leur clinique aux arachides. Ils ont pris une feuille de papier puis ils ont mis du beurre d'arachide dessus, puis en deuxième temps avec du placebo. Puis ils l'ont tenu à 10 minutes de leur face pendant 30 minutes de temps. Puis on fait des tests respiratoires pour voir tous les paramètres, voir s'il y avait quelque chose qui s'activait. Puis la réponse était non, il n'y avait aucun symptôme. Par contre, il y en avait qui reconnaissaient. Oh, j'ai mon petit picotement dans la bouche. Fait que, c'est pas dans la tête, le monde n'imagine pas. C'est vrai, là. C'est juste que tu reconnais l'odeur et ça déclenche un petit quelque chose. Pour le micro-ondes, ben là, c'est vraiment une question de contamination grossière. Fait que, en tout cas, moi, mon expérience au secondaire, c'est que tout le monde pichait leur truc dans le micro-ondes et les faisait cuire en même temps. Là. Ça, non, clairement, c'est une très mauvaise idée. Par contre, si on est tout seul dans le micro-ondes, parce qu'à un moment donné, il y a des secondaires 1, ça s'applique. J'étais en secondaire 5, les secondaires 1 se sont mis à faire la file pour y aller un à la fois. Puis, tiens, non, quelle idée. Fait que, eux autres, il y en avait un à la fois. Le micro-ondes était beaucoup plus propre que le nôtre. Et puis, tu sais, si tu es allergique, puis tu prends la peine de nettoyer avant, mettre ton aliment. Tu peux garder le couvert, tu sais, genre, ouvert pour que la fumée sorte, mais tu sais, pour éviter que tu es correct. Là. Il n'y a vraiment pas de souci à ce moment-là. OK, merci beaucoup. Quelle serait la meilleure recommandation concernant l'endroit où l'auto-injecteur devrait être entreposé à l'école? Est-ce qu'on privilégie autour de la tête, dans le sac, le local, une personne? On en entend beaucoup parler. Selon vous, ça serait quoi? Ben, tu sais, l'idéal, c'est que ça suive la personne. Fait que, tu sais, qu'on tienne dans le cou, qu'on ait une petite ceinture, c'est pas un souci. Dans le sac, tu sais, la question, c'est est-ce que tu traînes ton sac? Fait que chez les ados plus âgés, tu sais, les filles ont une sacoche, si elles traînent toujours avec eux, bon, déjà là, c'est pas si mal.
Les gars, ils n'ont pas de sacoche, là. Puis sac à dos, tu vas toujours avoir avec toi, pas nécessairement. Fait que c'est là que c'est intéressant de peut-être des trucs qui ne paraissent pas trop parce qu'ils n'aiment pas ça que ça apparaisse. Est-ce que le Nefi va être mieux? Le Nefi nous le vend vraiment en disant, voyez ici, c'est plus petit que votre téléphone, ouais, quand tu le regardes de face. Quand tu le tournes de côté, par exemple, il peut être plus épais que mon téléphone. Fait que, on va voir comment est-ce que les gens ils aiment. Par contre, il va y avoir un petit ring de porte-clés, fait que tu peux l'accrocher à ta taille, puis ce soit moins apparent. Il y a ça. Dans les garderies, ben là, c'est tellement petit, puis ça, souvent, sont gardés dans la cafétéria, qui est la pièce d'à côté. Ça, c'est tout à fait correct. Puis La est-ce cuisine, qu'il y a un maximum de doses d'auto-injecteurs d'épipènes qu'un enfant peut recevoir à l'école? Est-ce que la question, c'était vraiment, est-ce qu'un enfant peut recevoir à l'école un nombre de doses maximales par un aide-soignant? Il n'y a pas de dose maximale. Nous, ici, à l'hôpital, quand tu es rendu à la troisième dose, on dit, ben là, ça va faire de piquer la personne dans la cuisse, là, on va lui mettre une perfusion intraveineuse. Mais ça, si on fait ça, ben là, évidemment, que tu sois à l'hôpital, sur une cardiaque, tout ça. Mais si tu es, loin dans la nature, puis tu te rapproches progressivement, si tu as donné ta troisième dose et puis ça ne va pas mieux, ben donne-en une quatrième, là. Ça fonctionne bien, l'adrénaline. Souvent, les situations où est-ce qu'on a besoin d'en donner plus, c'est des fois où les patients sont déshydratés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'adrénaline rentre dans la cuisse, mais parce que la personne est déshydratée, l'adrénaline rentre moins vite. Fait que, bon, on peut essayer de boire un peu, là, mais c'est sûr qu'en but, on réhydrater quelqu'un, à part par les veines, c'est pas très, très évident. Fait que le mieux que vous pouvez faire, c'est de en donner une deuxième épi. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va donner la deuxième épi dans l'autre cuisse. Parce que la première cuisse, quand elle est donnée, ça fait quoi l'adrénaline? Ça fait fermer les vaisseaux. Fait que ta cuisse est déjà moins perfusée par le sang. Fait que vas-y dans l'autre, qui est une cuisse fraîche, pour recevoir OK. la deuxième dose d'adrénaline. Parfait. Ben, il nous reste peut-être le temps pour une mini question. Comment rassurer les parents d'enfants allergiques dans une école où les différents allergènes sont acceptés? Qu'est-ce que vous diriez pour les rassurer? Ouais, ben en fait, tu sais, ce qui est le plus rassurant, c'est quand c'est de la communication, puis que tu comprends que les gens prennent ça sérieusement. Fait que, tu sais, si la personne dit, il y a des allergènes, mais on a un plan d'action, tu sais, le guide, là, il est super complet, là. Fait que, tu sais, si tu as une école qui accepte les allergènes, ben, je m'attends à ce que l'école accepte les allergènes, mais ils ont un guide en place, ça veut dire qu'ils comprennent, ils savent quoi faire sur une réaction, mais ils ne veulent pas isoler ton enfant. Clairement, tu es en de bonnes mains, là. Puis après ça, nous, qu'est-ce qu'on fait pour les rassurer, disons, comme membre d'une école? Ben, c'est d'avoir un plan de match, là, parce que tu peux bien y rassurer, mais si tu n'es pas prêt et que tu ne sais pas utiliser un épipène, tu es rassuré de pas grand-chose, là. Ben, merci beaucoup. On va référer au guide des bonnes pratiques sur le site d'Allergie Québec pour plus d'informations là, concernant la prise en charge à l'école, puis le protocole et tout ça. Ben, c'est ce qui conclut notre présentation d'aujourd'hui avec vous. Docteur Bégin, ça a vraiment été super intéressant, un beau tour d'horizon. J'invite les gens qui auraient d'autres questions à nous les faire parvenir par Internet, par courriel, ça serait super. Et on va être en mesure de vous répondre. Le webinaire va être disponible aussi sous peu sur notre site Internet. Donc, un grand merci à vous, bien sûr. Un merci à notre partenaire EpiPen Viatrice, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu voir le jour. On les remercie très sincèrement. Ensuite, bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations sur les allergies alimentaires, je vous invite à consulter notre site Internet pour découvrir nos services gratuits, écouter ce webinaire en revisionnement ou découvrir d'autres petits outils pratiques. Finalement, vous le savez, Allergie Québec est un organisme de bienfaisance. Donc, c'est grâce à vos dons qu'on peut offrir du soutien ou des webinaires comme celui-ci et d'autres services gratuits comme notre ligne de soutien. Donc, si vous pouvez soutenir l'association, nous vous invitons à faire un don sur notre site Internet. Donc, finalement, dernière petite chose, il y a un sondage qui va apparaître à la fin de cette présentation. Donc, on vous invite à y répondre puis à nous donner vos suggestions pour de futures présentations. Donc, sur ce, Docteur Bégin, merci beaucoup. Puis Ben, ça m'a à fait tous, plaisir. je vous souhaite une belle fin de journée. Oui, bonne Merci. rentrée tout le monde.